entre les actions que le gouvernement portait. Quand le gouvernement annonçait voici la façon dont nous allons procéder, voici ce qu'il allait en sortir, etc., etc., chaque annonce avait entre elles une cohérence très interne et très particulière qui démontrait donc la logique de cette politique-là. Donc voilà un peu, on pourrait dire aussi, on rajoute dans la présentation que c'est un guide pour les décideurs publics, et évidemment, parce que les politiques, elles sont là pour aider les décideurs publics à guider leur action lorsque une situation similaire se représente. Donc évidemment, quand vous commencez des revendications territoriales avec les Indiens du Yukon et que vous avez une nation autochtone en Colombie-Britannique au Québec qui revendique également des territoires et qui veut négocier l'appropriation de ces territoires, ah ben évidemment, en ayant une politique sur la revendication territoriale globale, ben, pour le gouvernement, il sait comment agir lorsque la situation se représente à nouveau. C'est un lien d'imputabilité envers les citoyens, parce que les citoyens, lorsque le gouvernement arrive dans le temps d'élection, et demandent un nouveau mandat, les citoyens sont capables de dire, ben, voici ce que vous étiez engagé de faire pour solutionner ce problème, et vous l'avez fait ou vous ne l'avez jamais fait. Donc, il y a comme une espèce de reddition de compte possible pour les citoyens. On dit aussi que c'est un cadre décisionnel et d'action pour répondre à un problème. Évidemment, ça vient un peu avec cette idée de guide de décideur public. Et quand on dit que ça agit sur les valeurs et les conditions socio-économiques des citoyens, c'est qu'effectivement, une politique peut viser soit un changement de valeur, qu'on pense par exemple à toutes les politiques sur l'alcool au volant. Oui, on visait à punir les gens qui consommaient de l'alcool et qui par la suite prenaient le volant, mais ça visait surtout, je dirais, à changer la perception de ce phénomène-là. Parce qu'à l'époque, on pourra peut-être se souvenir que les gens ne voyaient pas d'un si mauvais œil le fait que boire un petit coup de trop puis prendre le volant, c'était dangereux. Bon, on était peut-être un peu plus permissif, mais avec beaucoup de campagnes d'éducation, de campagnes de promotion, assez rapidement, les valeurs se sont modifiées et c'est devenu un comportement. Les gens ont vite adopté cette idée que boire de l'alcool et prendre le volant, c'était une activité criminelle. Et quand on parle d'agir sur des conditions socio-économiques, c'est que certaines politiques viennent, effectivement, si on pense aux politiques sur les logements sociaux, donc c'est-à-dire qui créent des logements sociaux, ben, on agit sur les conditions socio-économiques des citoyens parce que les gens qui n'ont pas les moyens de se loger se voient offrir des logements pour lesquels qu'ils ont les moyens de louer. Et donc, plutôt que d'avoir des gens qui sont à la rue, eh ben, nous avons des gens qui sont dans des logements. Bon, c'est peut-être pas des palaces, mais au moins ils habitent à un endroit et on leur donne, je dirais, une qualité de vie quand même minimale. Donc voilà pour cette idée de qu'est-ce qu'une politique, puis comment ça répond à ces objectifs-là. On me demandait aussi d'avoir des idées sur qu'est-ce que des actions qui ne sont pas des politiques publiques. Bon, on peut penser au déclenchement des élections. Alors, le déclenchement des élections, c'est une activité gouvernementale, mais là, on est très, 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 très loin de politiques publiques. De même, c'est pas parce que le gouvernement annonce une subvention dans un secteur particulier que ça devient une politique publique. Bon, par exemple, si le gouvernement annonce une subvention à Alcan, je donne Alcan, je pourrais donner l'exemple de n'importe quelle autre industrie, là, Vidéotron par exemple. Donc si le gouvernement annonçait une subvention ou encore une subvention à la ville de Québec pour construire, comme on l'a fait, pour construire un nouveau Colisée, ça constitue pas en soi une politique, ça constitue une annonce gouvernementale, oui, mais c'est une action point. Ce n'est pas, mais alors là, pas du tout une politique publique. Parce que c'est simplement une annonce très ponctuelle. Il n'y a pas d'autres actions, il n'y a pas de cohérence entre les actions. Donc, je dirais, l'ensemble des critères ne sont pas réunis ici pour dire, oui, voilà, on a une politique publique. Au contraire, ce sont des activités très ponctuelles et séparées les unes des autres. On me demandait également, dans une autre question, si on pouvait assimiler l'analyse de politique publique à une forme de recherche-action. Pas vraiment. L'analyse des politiques publiques a en soi ses propres modèles, ses propres logiques, et il y a un niveau de théorisation qui peut être assez élevé. Oui, par contre,
d'un autre côté, on peut voir aussi que l'analyse des politiques publiques peut servir l'action des décideurs, peut venir soutenir le développement d'autres politiques. Mais ce n'est pas uniquement qu'une forme de recherche-action. On me demandait aussi comment l'analyse des politiques s'intègre à des activités du gouvernement fédéral, par exemple, au Canada. Que ce soit fédéral, provincial, de toute façon, c'est toujours la même logique. L'analyse des politiques publiques est souvent, au sein des machines gouvernementales, est souvent une activité ou une fonction des administrations publiques. Alors, ici, on va engager des analystes qui vont pouvoir soit d'un côté évaluer les effets d'une politique, évaluer, s'assurer que les politiques sont bien mises en place, donc gérer les processus de politique, aller à analyser à d'autres fonctions qui sont d'analyser ce qui existe déjà, et voir si on est capable de transférer certaines pratiques, certaines politiques qui existent à un endroit vers le Canada, si oui, de quelle façon. Donc, c'est vraiment une fonction de l'administration publique qui sert ici à appuyer le développement de nouvelles politiques publiques ou encore la mise en œuvre de politiques publiques actuelles. Est-ce qu'il existe une frontière donc entre l'analyse des politiques publiques et l'administration publique? Il n'existe pas de frontière puisque l'analyse des politiques publiques s'insère dans l'administration publique. Est-ce dire qu'il n'y a que l'administration publique qui est impliquée dans les politiques publiques? Non, absolument pas. L'administration publique est un acteur important, au Canada même l'acteur principal, dans la formulation et dans la mise en œuvre et même l'évaluation des politiques publiques. Mais il existe d'autres acteurs sociaux avec lesquels on va négocier pour la formulation. D'autres acteurs sociaux qui deviendront les partenaires de la mise en œuvre d'une politique publique et d'autres acteurs qui vont être aussi des partenaires dans l'évaluation d'une politique ou des parties prenantes dans l'évaluation d'une politique publique. Donc, ici, il n'y a pas de frontière. C'est que l'analyse des politiques publiques est une fonction de l'administration publique, est une fonction qui s'intègre dans l'administration publique. Enfin, on dit, dans Kubler et Maillard, on parle d'une sociologie politique de l'action publique. Donc, qu'est-ce qu'une sociologie politique de l'action publique? En gros, c'est l'idée de voir les politiques publiques comme un phénomène en soi, comme un élément non pas statique, mais un élément qui fait partie du système politique en soi. Et donc, chaque action, quand on voit la politique publique comme étant une action publique, c'est donc qu'elle entraîne aussi d'autres actions. C'est donc qu'elle entraîne des effets. C'est donc qu'elle entraîne autour d'elle des acteurs qui prennent acte des problèmes et qui agissent pour régler ce problème-là. Donc, c'est pas simplement une vision un peu fonctionnaliste où un gouvernement répond par une politique publique, donc un peu même parfois mécanique, mais c'est vraiment de voir la politique publique comme étant un élément, une fonction sociale en soi. Un lieu où les débats se tiennent et dont les résultats apportent des actions particulières en vue de régler le problème. C'est aussi une manière de voir toutes les relations de pouvoir qui existent entre les acteurs sociaux, parce qu'effectivement, lorsqu'on analyse les politiques publiques, on va se rendre compte qu'elles sont porteurs ou porteuses d'idéologies, de valeurs particulières, qui sont le reflet des groupes qui ont su dominer, qui ont su imposer un peu leur pouvoir dans une société particulière. Donc, par exemple, lorsqu'on analyse la politique nationale de l'eau, on voit effectivement la force des mouvements environnementalistes, mais on voit aussi que toute l'industrie a quand même une force assez importante et qui vient baliser un peu l'action que le gouvernement décide de prendre. Donc, on voit toutes ces valeurs, toutes ces idéologies qui sont le reflet ou qui se reflètent dans les choix que le gouvernement fait. Donc, c'est un peu ça, cette idée de voir ça comme étant une sociologie de l'action publique. Alors, c'est ce qui complète notre radioscope de cette semaine. J'espère avoir bien répondu à vos questions. J'ai déjà une ou deux questions qui sont rentrées pour la semaine prochaine. Alors, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. C'est ce qui me permet de nourrir les radioscopes comme ça d'une semaine à l'autre. Alors, bonne semaine tout le monde et au plaisir de vous relire.